Le grand dialogue. Sigikafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba. Le grand dialogue. Une vingtaine de soldats maliens tués en moins de 2 semaines dans le secteur de Boni, région de Douanza, des cultivateurs empêchés par des présumés terroristes de cultiver, des populations prises en étau entre les groupes djihadistes, les bandits armés et les milices d'autodéfense. La situation sécuritaire est loin de s'améliorer dans les régions du centre et du nord du pays. Quelle solution à la persistance de la violence dans ces parties du Mali? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Nos invités, Madame Kadiatou Keita, spécialiste de questions sécuritaires, Boubacar Ba, chercheur et directeur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, Dr Yacouba Dogoni, sociologue, spécialiste du développement et de la coopération transfrontalière, Bourema Sagara, porte-parole de Dana Ambassagou à Bandiagara au téléphone. Je suis Imran Akilou Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Madame Kadiatou, comment peut-on expliquer la dégradation de la situation sécuritaire dans le centre du Mali, au nord du Mali? Par le simple fait que les solutions tardent à être mises en œuvre et par le simple fait que jusqu'à présent, il n'y a pas une présence forte de l'État dans ces régions-là. Et tant qu'on n'aura pas une présence forte de l'État, premièrement, comme vous l'avez dit, on aura des milices qui tenteront de se protéger par eux-mêmes. On aura des populations qui seront livrées à elles-mêmes, ou on aura des gens qui vont essayer un petit peu de trouver une solution en faisant des accords avec les groupes djihadistes. La question, c'est où est-ce que ces accords vont les mener, en fait? Quelle est la liberté qu'ils perdent en menant de telles actions? Et ça montre véritablement que, quelque part, il y a un sentiment de faillite de l'État pour que justement aujourd'hui des populations, pour se sentir en sécurité, soient obligées de passer des accords avec des groupes terroristes. Madame Kadiatou parle d'un manque de présence de l'État et une faillite quelque part. Est-ce que vous partagez son idée selon laquelle il y a cette persistance de l'insécurité au centre et au nord du pays? Boubacar. Merci beaucoup. Bon, quand on analyse aujourd'hui la situation sécuritaire du pays, il y a quand même des constats. Le premier constat, c'est que depuis 2012, date où les groupes armés ont occupé le nord du pays, et 2015, où on pense que la région de Mopti, le centre, a été occupé par des groupes armés qu'on appelait la Katiba Massina. Et ces dernières années, une certaine évolution vers le sud et même autour de Bamako. Le premier constat pour moi, c'est que il y a un vide territorial. C'est-à-dire, l'État n'est pas présent, mais il y a quand même des communautés qui sont sur le terrain. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un vide, il n'y a pas de vide. Il y a quand même ce qu'on appelle les légitimités locales, les chefs des villages, qui sont quand même des représentants de l'État aussi sur le terrain. Vous parlez d'un vide territorial, ensuite vous dites qu'il n'y a pas de vide. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le vide territorial, c'est que la présence des forces armées, n'est-ce pas, dans le maillage, je parle du maillage territorial, mais du point de vue de l'occupation humaine, il y a quand même des chefs des villages, il y a des notabilités locales, il y a des chefs religieux, il y a ce qu'on peut appeler les légitimités locales sur le terrain qui sont quand même les interlocuteurs de tout le monde. Tout le monde passe aujourd'hui par les chefs de village. Donc d'une façon générale, l'État, dans sa forme classique, c'est-à-dire les juges, les chefs, c'est-à-dire les représentants de l'État, les sous-préfets, les préfets dans certaines localités, et puis les services techniques sont absents. Mais les communautés sont là. Donc les communautés sont résilientes. Elles font face à une situation extrêmement difficile, d'insécurité et compliquée par des attaques, des clashs communautaires, mais aussi des affrontements entre des groupes et puis aussi une certaine menace, je dis bien asymétrique, d'une façon générale.
Voilà le constat sur le terrain. D'accord. Les deux intervenants, on parle d'un manque de présence de l'État et ensuite un abandon de la communauté. Est-ce le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une faillite quelque part de l'État? Merci beaucoup Ibrahim pour cette question. Également, permettez-moi d'abord de remercier tous les téléspectateurs du studio Tamani. Également, permettez-moi aussi également de remercier mes deux collègues qui sont là et qui accompagnent ce débat avec la production des idées assez fortes pour mieux comprendre effectivement la situation sécuritaire du pays. Pour revenir à ta question, je pense que parler de la sécurité aujourd'hui, la situation sécuritaire au Mali, c'est équivaut à s'occuper de sa grand-mère. Vous traitez, mais elle est là tous les jours à se plaindre. C'est ça vraiment, c'est ce qui explique le mieux la situation sécuritaire aujourd'hui au Mali. Parlant du vide sécuritaire, effectivement, il y a le vide, mais moi, je ne pourrais pas parler vraiment du vide en tant que tel. Moi, je pense plutôt à un repli de l'État, tout simplement pour essayer de sécuriser ce que nous appelons des pôles de développement. L'État s'est retiré en abandonnant certaines zones, mais tout en cherchant à protéger certaines zones. Et aujourd'hui, il y a un grand programme qui est en cours. Pourquoi une telle différence? Abandonner certaines zones et essayer de contrôler certaines zones, alors que toutes ces zones appartiennent à l'État? Toutes les zones, oui, c'est vrai, toutes ces zones appartiennent à l'État, mais je pense que l'État, à travers ses partenaires, a cherché à privilégier un certain nombre de zones, de localités qui sont susceptibles de recueillir ou d'accueillir plus de services. Je prends par exemple le cas de Nyono où c'est regroupé l'ensemble des services de l'État, que ce soit de la préfecture, la sous-préfecture. Il y a même aussi dans plusieurs cas, dans plusieurs situations où on voit également le repli des sous-préfets, alors qu'ils se sont rabattus sur les chefs-lieux de siècle où l'État est beaucoup plus présent, où l'État peut exercer pleinement son dévolu sécuritaire. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, parlant également du vide sécuritaire, c'est aussi dire que le fait que l'État s'est replié, effectivement, ce terrain a été occupé par des groupes armés qui exercent aussi leurs lois sur les populations. Mais il faut reconnaître également que c'est avec la complicité aussi des populations que cette situation s'est régnée dans les localités du centre. Parce que dans la plupart des cas, lorsqu'il y a eu des premiers sédiments conflictuels qui se sont posés dans les différentes localités, l'État n'a pas bénéficié de la collaboration des populations locales. En fait, les gens se sont toujours repliés sur l'identité, plutôt sur l'identité en disant que nous sommes des communautés pelles, nous sommes des Dogons, tout ça. Donc, on ne peut pas quand même dénoncer nos enfants qui sont engagés dans les groupes. Donc, plus tard, la situation s'est dégénérée. Et lorsque la situation s'est dégénérée, on a vu que les gens, dans le temps où on gérait les conflits, par exemple, les conflits communautaires, par exemple, les gens qui produisent, les gens qui sont des éleveurs, tout ça, on a constaté que dans le temps, il y avait toujours ce problème-là. Mais la forme du combat a changé. Parce que lorsque, dans le temps, il y avait des affrontements entre les deux communautés, toujours c'était des goudins, on utilisait les goudins, les cultivateurs utilisaient, par exemple, des dabas. Mais aujourd'hui, chacun s'est armé et les gens détiennent maintenant des armes très sophistiquées. C'est ce qui fait aussi que la situation s'est dégénérée. Mais aussi, il faut comprendre dans l'analyse de la situation sécuritaire au centre, il faut tenir compte également des conflits autour des ressources. Ces conflits ont toujours existé dans le centre du Mali. On a vu que depuis la dynastie de Samadou, depuis Sékou Amadou, où il y avait, par exemple, certaines qui avaient la moralité sur les ressources et qui géraient effectivement ces ressources-là. Aujourd'hui, nous avons observé qu'il y a un retour sur une situation de vengeance. Parce que ceux-là qui étaient considérés comme étant les maîtres terriens, aujourd'hui, qui avaient le monopole des ressources naturelles, aujourd'hui, eux ne sont plus là sur le terrain parce que là, les bergers qui étaient là, sont là aujourd'hui, ont pris des armes et ils cherchent maintenant à se venger contre la population et c'est une réalité. Vous parlez d'une vengeance. Bourema Sagara, vous êtes le porte-parole de Dana Ambassagou à Bandiagara. Comment se présente la situation sécuritaire de la région de Bandiagara? Merci beaucoup vous qui êtes sur la table là-bas, sur la radio. Je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment Sagara, porte-parole de Dana Ambassagou au Pays de Gabon. La situation sécuritaire en général dans le cercle dans la région de Mopti, sinon dans la région de Bandiagara est catastrophique. Très catastrophique. Comme le disait, je ne sais pas, Kadiatou, il y a un but de l'État. Mais seulement, ce n'est pas seulement le but seulement. Mais seulement, l'État est hypocrite. Il y a
l'hypocrisie même de l'État. Vous voyez, quand vous voyez Bankas, Koro, Douanza, Bandiagara, il y a une hypocrisie. Parce que quand je dis hypocrisie, c'est quoi? Le maire est un représentant de l'État, le chef de village est un représentant de l'État, le sous-préfet est un représentant de l'État. Les gens sont en train de faire des accords de soumission, des accords qui nous amènent à être des esclaves et cet État accompagne. Nous allons parler, nous aurons l'occasion de parler de ces accords signés entre les groupes terroristes et certains responsables locaux dans la région de Bandiagara. Alors, Kadiatou, elle parle tout à l'heure d'une hypocrisie de certaines autorités de l'État. Est-ce que réellement dans cette situation sécuritaire dans la région de Mopti, il y a une hypocrisie de l'État? Je pense que, bon, il le dit, c'est bien évidemment sa perception. Et étant un acteur de la localité, c'est son vécu également. Moi, je parlerais plutôt d'impuissance de l'État, que les populations ont pas mal de mal à comprendre et que les populations transvoient également comme effectivement de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que, regardez même la création de Nana Ambassagou. C'était pourquoi? C'était pour pouvoir justement se protéger vis-à-vis de ce qu'ils voyaient comme des attaques terroristes alors que l'État n'est pas là, justement. Et ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui des conflits intercommunautaires au Mali. Donc, je pense que le fait que l'État ne soit pas suffisamment présent sur la localité, que l'État ne protège pas suffisamment les populations, oui, bien évidemment, ça peut être vécu comme une hypocrisie par les populations. Alors, monsieur, de groupes armés deviennent de plus en plus, en tout cas, à maître de lieu et changent de cibles et imposent leur dictat aux populations civiles. Pourquoi une telle situation aujourd'hui? Changement de cible. Bon, la situation, il faut d'abord voir les origines. Les origines, c'est qu'il y a eu une crise multidimensionnelle dès le départ, avec une occupation du Nord, une extension dans le centre, mais reconnaissons aussi que la difficulté principale, c'est que nous sommes considérés comme un État-nation en construction, c'est-à-dire les communautés cohabitent ensemble dans tous les pays, et il y a quand même des vécus historiques. Et si vous prenez le centre du Mali, par exemple, il y a quand même la Dina du Massina, qui a quand même au 19e siècle, qui était organisée, structuré dans la zone inondée et qui va aussi dans les zones exondées est et ouest. Depuis le Gourma central jusqu'à la boucle du Niger, et depuis la boucle du Niger jusqu'aux abords, je dis bien, de Kémassina, c'était cette région qu'on appelait le delta central qui a été gérée par l'Empire Peul du Massina au XIXe siècle. Maintenant, il y a eu dans cette évolution, quand même, il faut reconnaître, des conflictualités qui ont opposé les communautés, donc les clashs communautaires. Et vous avez vu la gravité de ces clashs. Vous avez vu aussi comment, je dis bien, les gens se sont dépeuplés et jusqu'à ce que tout le monde s'est replié aujourd'hui dans certaines villes secondaires. Mais si vous prenez la configuration, et si vous prenez aujourd'hui l'espace des zones exondées, vous avez des zones, la zone du Gourma, je dis bien où il y a des groupes quand même l'État islamique et puis la Katiba Massina. Si vous prenez aussi les milices locales d'Anamassagou qui étaient dans toute la sphère exondée, mais qui est repliée aujourd'hui sur la zone des plateaux, je dis bien du côté de Bandiagara et de Douanza, et dans la zone de Koro et de Bankas, les communautés, n'ayant pas cultivé depuis des années, depuis 3 ans ou 4 ans, et des gens qui ne peuvent pas aller dans les champs, les couloirs de transhumance. Exactement, notamment auparavant, les cibles de groupes armés, notamment des djihadistes, c'était l'armée. Aujourd'hui, c'est sur les populations civiles qu'on tire, qu'on empêche d'aller travailler. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Non, les cibles, l'armée est toujours une cible de ces groupes-là, même aujourd'hui. Ça ajoute les populations civiles. Voilà, tu dis auparavant, mais il y a 2 ou 3 jours, toi-même tu viens de dire qu'ils ont attaqué l'armée qui était en déplacement sur le terrain. Ça, c'est pas les populations, c'est l'armée. Et leur cible, c'est l'armée, c'est aussi les milices. Bon, de l'autre côté, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a eu quand même une évolution dans les rapports de force depuis quand même 2 ou 3 ans.
Et vous avez vu un peu comment la situation se retrouve aujourd'hui. Et les communautés qui n'ont pas pu du tout, je dis bien, obtenir, aller dans les champs et les couloirs de transhumance qui sont dans l'insécurité, il y a certains acteurs qui ont voulu négocier. Ça, c'est dans la zone de Koro et de Bankas qui ont signé des accords précaires, bien sûr, mais des accords vraiment d'entente sur la base de la confiance. On aura le temps de savoir si c'est des accords d'entente sur la base de confiance. Monsieur, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les groupes armés, notamment les djihadistes, ont changé de stratégie, s'attaquant directement aujourd'hui à des populations civiles sans défense, comment peut-on expliquer une telle situation, une telle dégradation de la situation sécuritaire? Moi, je pense que c'est plutôt la résultante de l'action entreprise par l'armée qui contraint ces groupes-là, ces groupes armés à changer, par exemple, de cible. Parce qu'auparavant, on assistait, avant la chute de l'ancien régime, on assistait beaucoup plus à des attaques contre l'armée, les camps ou les installations de l'armée. Mais depuis le changement des régimes, nous avons constaté que les cibles sont devenues de plus en plus, ces groupes-là ciblent de plus en plus les populations civiles. Donc ça, c'est aussi une explication pour dire qu'effectivement, dans la situation sécuritaire ou dans le réaménagement du dispositif sécuritaire, il y a eu quand même des avancées à ce niveau qu'il faut vraiment saluer. Et je pense que lorsqu'on continue sur la même dynamique, c'est sûr également que les cibles qui sont, par exemple, aujourd'hui la population locale va certainement changer. Parce que là, le mode opératoire, c'est vraiment de terroriser les gens. Le fait de s'apprendre à la population, ça terrorise. Parce que si on dit que c'est l'armée qui est attaquée, dans la plupart des cas, ça peut contenir, c'est facile à contenir pour les gens. Mais si on voit par exemple que ce sont vraiment nos parents qui sont installés dans les champs, dans les hameaux de culture qui sont attaqués, vraiment c'est quelque chose qui terrorise beaucoup plus la population et ça nous amène vraiment à poser un certain nombre d'interrogations et je pense que c'est aussi légitime de parler de cela. Maintenant, au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, le changement des tactiques, c'est aussi un changement du dispositif des groupes armés. Parce que nous avons constaté qu'avec le réaménagement du dispositif sécuritaire, que les groupes armés sont assez affaiblis. Ils ne tiennent plus assez d'armes pour s'en prendre maintenant à des armées, sauf si on parlait vraiment des cas d'embuscade qui sont des trucs assez difficiles à comprendre parce que là aussi c'est lié aussi au comportement de l'armée sur le terrain. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que dans la plupart des cas, lorsque vous arrivez par exemple dans une localité comme Kona et que vous ne preniez pas vraiment des dispositions particulières pour pouvoir protéger la route, ça interroge vraiment les officiers militaires. Mais au-delà de cela, la population locale, il faut reconnaître que, comme je l'ai dit, vraiment la population locale à un moment donné a été vraiment lassiste. Voilà, ce sont leurs propres enfants qui sont là-dedans. Lorsque vous êtes sur le terrain, que vous les interrogez, ils vont dire que nous nous connaissons. Ce sont des gens qui sont capables d'attaquer dans la journée et venir passer la nuit dans la ville ou dans les villages. Tout le monde les connaît, ils se connaissent là-bas. Donc maintenant, c'est ce qu'il faut dire. Il faut que les gens aient le courage de dénoncer, aient le courage de faire ce que les citoyens ont toujours fait. De dire que voilà, malgré que vous Est-ce qu'il y a un manque de dénonciation? Non, il y a, par exemple, en ce moment, lorsque les gens avaient commencé, lorsqu'on était avec Khadija dans les temps, tous ceux qui avaient eu le courage de dénoncer dans les temps ont été relâchés par l'armée parce que l'armée n'a pas eu les moyens vraiment de la protéger. Finalement, beaucoup ont été exécutés par ces groupes armés terroristes. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais aujourd'hui, on a un système beaucoup plus fiable qui permet vraiment de dénoncer sans qu'on soit démasqué. Donc, ce sont des stratégies qu'il faut vraiment continuer toujours à développer, à encourager pour permettre aux uns ou aux autres de pouvoir dire à un moment de sa vie à son enfant: arrête, ce que vous faites vraiment ce n'est pas bon, ou ce que tu fais n'est pas du tout idoine, ça ne contribue pas vraiment à rehausser le niveau de vie de la population. Parce que prendre des armes, c'est aussi martyriser sa population. Vous prenez le cas de Diaforabi, vous prenez le cas de ce qui s'est passé dans la zone de Boni, vous avez parlé tantôt de Koro, de Banyangara. Ce sont les mêmes stratégies qui sont là. Heureusement, comme monsieur l'a dit, le représentant de Dana Massagou, à un moment, il faut vraiment interroger l'État.
Il faut vraiment interroger l'État. Lorsque les groupes cherchent maintenant à diviser le pays et que l'État ne fait rien, l'État est toujours observateur, souvent même actif ou participatif vraiment des actions de ce groupe. Vraiment, il est temps d'interroger aussi le rôle de l'État. Je veux juste rebondir sur ça, pardon. Je pense que quand on regarde un petit peu les relations des groupes terroristes et les populations, il y a deux types de relations. Il y a d'abord la séduction et après il y a la terreur. La séduction, comment les groupes terroristes essaient aujourd'hui de prouver à la population qu'ils ont un mode de gestion beaucoup plus juste que l'État qui était là avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ces groupes essaient quand même de... Donc, vous voulez dire que cela explique la faiblesse de l'État? Je dirais pas que cela explique la faiblesse. C'est plutôt la mauvaise répartition de la justice que tu veux parler. Je veux dire que c'est... Voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi les groupes terroristes maintenant attaquent des villages plutôt que d'autres? C'est tout simplement une stratégie d'étendre leur pouvoir et d'étendre leur contrôle. Quelle est la première chose quand on arrive dans un village? D'abord, c'est couper les moyens de communication entre ce village et l'extérieur. On va poser cette question à Brahma. Brahma, dites-nous comment opèrent les djihadistes dans la zone de Bandiagara? Bon, je disais que quand je voulais parler de l'hypocrisie, déjà, je crois qu'on m'avait déjà retiré la parole. Avant de parler de leur mode opératoire, je veux dire hypocrisie, je continue toujours. C'est-à-dire que quand on quitte Sévaré pour aller à Douanza, la grande le goudron, c'est-à-dire que l'accessibilité on ne peut pas pratiquer cette route. Maintenant, pour aller à Douanza, il faut passer nécessairement par Banyagara où les tenants en Baltakou occupent la place. Pour aller à Bankas Koro, il faut nécessairement aller où les dozos ont les checkpoints. Et l'État, le gouverneur, le préfet, les sous-préfets, les maires sont conscients, ils voient. Et ce sont eux-mêmes qui protègent la population. Quand je parle de l'hypocrisie, c'est ceux-là qui protègent la population, on doit les aider. Mais chose qu'ils ne font pas. Vous voyez, Sévaré est à 60 km de Bandiagara. Entre Sévaré, le pont a été saboté tout de suite, le deuxième pont a été saboté tout de suite, et maintenant, entre Sévaré et Bandiagara, tous les djihadistes sont là-bas. Leur mode opératoire, comme disait un qui est sur le plan, est de venir terroriser la population. Alors, est-il difficile de repérer les sites de regroupement des djihadistes? Non, dans le cercle de Bandiagara ici, dans la région de Bandiagara ici, leur nom est potentiellement identifié et connu. Ils sont à visage découvert, ils sont entre Bandiagara et Sévaré. Ils sont entre Konna et Bandiagara. Ils sont entre Douanza et Borkou. Ils sont entre Koro et Sanga. L'armée n'a-t-elle pas cette information? Oui, ils ont tout, on a toujours signalé. Au préfet, j'étais avec le préfet. Et quand je parle au préfet, ce qu'il me dit, c'est que monsieur le porte-parole, nous nous rendons compte. Nous rendons compte à notre hiérarchie. Et le gouverneur aussi rend compte. Je ne sais pas si rendre compte quand ça s'arrête où. Il ne faut que rendre compte, mais il n'y a pas d'opération. Donc c'est pourquoi je disais qu'il y avait le l'hypocrisie. Avant-hier, les djihadistes étaient à la porte de Bandiagara. Et quand ils font leur mode opératoire, ils se retrouvent dans la zone de Diallo. Diallo, c'est à côté de ces Brassa, c'est entre Sévaré et Wo. Donc leur zone est simplement connue. Et l'État ne dit absolument rien. D'accord. Mais quand Dana Massacre fait une petite chose, donc l'État s'acharne sur Dana Massacre. C'est pourquoi je parle de l'hypocrisie. Leur mode opératoire est toujours connu ici. Ils sont en train de terroriser nos populations. Si vous êtes la partie cultivée, on capte 2 personnes ou 3 personnes. D'accord, merci. On vient incendier votre village, on vient incendier votre ville, on vous coupe la route. Donc, il faut nécessairement accepter tout ce qu'ils disent. Okay. Il faut être avec eux pour venir dire, on signe d'accord avec vous, nous on touche pas votre village. Ok, M. Sagara, restez avec nous. Vous voulez dire quelque chose par rapport à... Oui, c'est-à-dire il faut quand même analyser la situation dans son contexte global. Moi, en tant que chercheur, je travaille sur toute la zone, aussi bien la zone inondée
que dans la zone exondée. Et la réalité, depuis 2 ans, le contexte des rapports de force a changé sur le terrain. Chacun aujourd'hui est en train d'occuper sa sphère. C'est vrai que les groupes armés, contrairement à ce que mon collègue a dit, ils ne sont pas affaiblis. Des groupes qui occupent, je dis bien. Mais comment ça fait-il que des groupes armés d'autodéfense expliquent à l'État la présence identifient les sites des groupes djihadistes à l'État et que l'armée n'intervient pas pour déloger ces Bon, moi je ne sais pas, il faut aller demander à l'armée. C'est l'armée qui va s'expliquer par rapport à ça. Ce que moi je peux vous dire, et contrairement aux allégations de mon collègue, les groupes ne sont pas affaiblis. Ils pratiquent une guerre asymétrique, une guerre hybride. Et on ne les voit pas. Et la réalité, ils occupent le terrain aujourd'hui, pratiquement. Tout le monde sait quand même qu'à 150 km de Bamako aujourd'hui, il y a des groupes armés. Du côté de Banamba, qui peut jouxter sur le sud du Niger ou bien le sud du pays. Si vous partez du côté de Kolokani, qui jouxte sur la forêt du Ouagadou, c'est la même situation. Si vous partez du côté de Djema, qui jouxte sur le Sahel occidental, c'est la même situation. La réalité, ils ne sont pas affaiblis. D'accord. Selon vous, quelle est la part des responsabilités dans l'insécurité de Dana Amassaghou dans la région de Mopti? Je n'ai pas une idée sur la part de responsabilité. Il y a des groupes en belligérance, des groupes armés qui sont sur le terrain, chacun a son mode opératoire. Les groupes djihadistes ont leur mode opératoire, ils ont des cibles, ils ont des zones. Dana Amassaghou aussi a son mode opératoire, a sa zone de prédilection aujourd'hui. Donc ces groupes sont en affrontement, parce que depuis quand même quelques semaines, chacun d'eux a rappelé un peu sa force. Dans le delta aujourd'hui, tous les groupes djihadistes sont autour de 3 sphères que vous connaissez. La zone de Douanza, la zone de Djenné, la zone de Douanza, Bandiagara, et la zone de Djenné, Mopti, vous voyez, Kewa, Femaï, Soy, la zone de Nyono, qui aujourd'hui vient de reprendre aussi. Donc, il y a des zones aujourd'hui, ce qu'on peut appeler des concentrations des conflits. Donc, ils sont en affrontement dans ces zones. Et maintenant, le rôle des autres acteurs, il faudrait les appeler pour leur demander qu'est-ce qu'ils font. Et la réalité aujourd'hui, c'est que les populations souffrent et que des innocents meurent et que des routes, il y a des coupeurs de routes, des populations sont descendues de leurs véhicules arrêtés et transportés. Il y a des couloirs de transhumance qui sont bloqués, il y a des champs aujourd'hui qui sont bloqués et des spécialistes ont sorti que le Mali sera, en tout cas si on ne prend pas des dispositions, dans une situation d'insécurité alimentaire. Parce que la zone de Ségou, quand même, c'est potentiellement le grenier du Mali du point de vue de l'agriculture rizicole, c'est-à-dire irriguée. Et si vous prenez aussi la zone exondée Bankas, c'est quand même un peu le grenier de la région. Donc si aujourd'hui, vous voyez, dans la région de Sikasso, ils sont en train d'attaquer un peu partout, entre des groupes armés, entre ce qu'on peut appeler des coupeurs de route ou ceux qu'on appelle des djihadistes, on ne sait pas qui fait quoi. C'est une insécurité généralisée. Et Sikasso, qui est quand même une zone de développement potentiellement importante, avec les microcrédits et puis les productions au niveau de la zone CMDT, c'est-à-dire cotonnière, c'est 2 zones vraiment bloquées. C'est l'économie du Mali qui va vraiment souffrir. Voilà une situation très complexe qu'il faut analyser avec beaucoup d'objectivité et beaucoup de prudence et de retenue pour voir ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, les solutions, nous allons revenir sur ça pour voir comment. Il y a déjà des initiatives dans le pays, vous les voyez, les leaders religieux se lèvent, la société civile tente, et je pense qu'il y a quand même des pistes qu'il faut explorer. Le représentant de Dana Amassaghou parle tout de suite des pistes. Il affirme que les sites de terroristes ont été identifiés et signalés aux autorités. Au regard de ces informations signalées aux autorités, si c'est réel et que l'État n'intervient pas, est-ce qu'on peut dire réellement que l'État a la volonté de venir à bout de cette insécurité, Madame Kadiatou? Ça, c'est une question difficile. Je laisserai le représentant de Dana Amassaghou répondre. Non, je pense que bien évidemment que l'État a la volonté de rétablir la sécurité. De toute façon, comme il l'a dit, en fait, l'insécurité que l'on a, ça a des conséquences sur tout. Ça a des conséquences sur l'économie. Le Mali, notamment les régions du centre et les régions du nord, étaient des zones touristiques. Aujourd'hui, où est-ce que ce sont des zones de non-droit? Ce sont des zones où on ne peut pas aller. Ça, c'est la première chose. L'insécurité alimentaire dont il parlait actuellement, on le ressent déjà. Ce n'est pas quelque chose dans les mois qu'on va constater dans les mois à venir. Ce sont des choses que l'on
voit déjà une augmentation de la cherté de la vie. Donc, vraiment, l'État malien, ne serait-ce que même pour des raisons économiques, ne serait-ce que pour des raisons de stabilité, n'a aucune raison à faire durer la situation d'insécurité. La question maintenant, c'est est-ce que l'État a les moyens de ses ambitions? Ça, c'est la question. Et est-ce que l'État a les bonnes méthodologies pour non seulement s'attacher l'approbation des populations, mais aussi lutter durablement contre les groupes djihadistes? Monsieur Dogoni, jusqu'à où cette situation insécuritaire va nous amener? Bon, il y a des experts qui avaient signalé 15 ans, mais je pense que nous avons déjà... On a déjà fait presque 10 ans. On a déjà oui, presque 10 ans. Ce qui veut dire que la situation va vraiment demeurer, parce que tant que les gens ne s'organisent pas réellement sur le terrain, et tant que les gens n'ont pas pris vraiment des décisions salutaires pour pouvoir intervenir correctement sur le terrain, je pense que la situation va continuer toujours, va demeurer toujours. Parce que nous avons constaté qu'il y a vraiment des gens en fait, qui profitaient beaucoup plus de l'insécurité que de la sécurité. Et beaucoup de gens le savent aussi, qu'il y a beaucoup d'autres individus, des acteurs qui sont sur le terrain et qui vivent beaucoup plus vraiment de l'insécurité que de la sécurité. Ce qui veut dire que tout ce que M. Ba a signalé tantôt, en parlant des coupeurs de route, en parlant du banditisme, en parlant des groupes djihadistes, en parlant même des chercheurs, tout le monde profite de cette situation-là. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment poser vraiment un vrai diagnostic de la situation et que l'État ait aussi les moyens de ses ambitions, comme Kaditadou l'a signalé tantôt, puisse intervenir et faire correctement le combat contre cette situation sécuritaire finisse. Je veux dire, ce n'est pas parce que l'État n'a pas la volonté, l'État aussi n'a pas peut-être l'ambition de pouvoir mettre fin à ces conflits-là. Mais surtout, c'est l'État qui aussi manque un peu de ressources. Alors, quand je parle des ressources, il ne s'agit pas seulement des ressources militaires ou matérielles, tout ça, là, mais il y a aussi la question de la volonté des hommes qui sont engagés sur le terrain à mener le combat. Moi, j'ai été témoin de plusieurs situations sur le terrain. En réalité, ça montre vraiment un certain désengagement des acteurs sécuritaires sur le terrain. Je vous ai dit une fois que lorsque j'ai passé à Nyono, j'ai trouvé des gens qui étaient là dans la brousse, des militaires étaient là dans la brousse, les véhicules abandonnés, ils étaient en train de prendre du thé, comme si rien n'était. Donc ça, ce sont des situations qui sont vraiment réelles, qui sont visibles sur le terrain, mais que l'État ne peut pas voir. C'est-à-dire que les grands responsables de l'État ne peuvent pas voir. Il faut vraiment que les chercheurs continuent toujours à dénoncer ce genre de situation. Moi, je l'ai fait une fois quand j'étais à Sévaré. Il était venu garer mon véhicule en demandant des trucs, les prix de thé. Je me dis que mais c'est pas ton rôle ici. Ce sont des choses qu'il faut vraiment continuer toujours à dénoncer. C'est aussi le problème de prise de conscience en fait. Les gens qui sont engagés sur le terrain, en réalité, n'ont pas toujours pris conscience de la gravité de la situation, n'ont pas encore pris conscience de la dangerosité de la situation et n'ont pas aussi pris en compte vraiment la capacité, la force de frappe des groupes armés. C'est pourquoi ils s'adonnent à des activités. Brema Sagara, quelle est la part des responsabilités de Dana Ambasagou dans la situation sécuritaire au centre? Dans la situation sécuritaire. Malheureusement, votre téléphone dégrade. On va vous rappeler. Allez-y. Je voudrais ajouter un élément par rapport à Dana Ambasagou et l'armée malienne. Parce que l'État considère ou bien l'État a des mépris pour ces groupes. Non, c'est parce qu'il y a un problème de rapport, il y a un problème de dialogue entre l'État et ses partenaires. Parce qu'il y a beaucoup de ses partenaires qui sont aussi hostiles à la présence de Dana Ambasagou sur le terrain. Compte tenu de tout ça, de toutes les exactions qu'il les reproche. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il faut reconnaître que l'État au Mali, avant l'arrivée, ce que nous appelons par exemple l'armée coloniale avec vraiment la présence de l'armée que nous voyons aujourd'hui, c'était les chasseurs qui étaient présents sur le terrain qui protégeaient la population. Mais aujourd'hui, alors, beaucoup de ces partenaires qui sont présents sur le terrain et qui accompagnent l'État dans la restructuration de l'outil militaire et qui accompagnent l'État pour le retour de la paix, en réalité, sont hostiles à la présence des groupes de Dana Ambasagou. Vous vous rappelez quand le Premier ministre Boubou Cissé, l'ex-Premier ministre, je veux dire, quand il faisait son tour dans la localité, avait demandé l'allègement ou bien même de lever certains postes de Dana Ambasagou sur le terrain. Alors qu'on sait très bien que lorsque vous fréquentez la zone, on ne peut pas aller n'importe où. C'est seulement les zones qui sont occupées par Dana Ambasagou qui sont quand même des zones sécurisées actuellement. Monsieur Ba, vous voulez ajouter quelque chose? Oui.
Et on a abordé un peu les causes, on a analysé la situation sur le terrain. Mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'il y a quand même des tentatives de l'État, c'est vrai, avec la création des pôles de sécurisation, de développement et de gouvernance, les PSDG. Mais la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que la situation de conflictualité a pris une tournure très grave. On est passé des conflits qu'on appelle persistants, simples, conventionnels, à des conflits récurrents, avec des rébellions depuis l'indépendance du pays, 4 rébellions. Je dis bien. Après, on est passé à des conflits émergents, c'est-à-dire les grandes revendications sociales et puis toutes ces difficultés. Et maintenant, on est dans ce qu'on appelle les conflits globaux. C'est-à-dire, il faut chercher l'origine depuis le Moyen-Orient, depuis même le 11 septembre 2001, où on a passé ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faudrait chercher des solutions. Voilà, il faudrait chercher des solutions. Monsieur Bourema, dites-nous quelle est la part des responsabilités de Dana Massagou dans la situation sécuritaire au centre. Vous avez commencé, mais le téléphone s'est dégradé. Oui, le téléphone, ça va? Allez-y. Oui, je disais que notre part de responsabilité, je disais que la sécurité, nous sommes une complémentarité à l'État. Quand Mme Etou parlait de l'État à les moyens, méthodologie, moi je crois qu'il faut être quand même pragmatique, il faut être juste, il faut être conscient quand nous sommes aux affaires, quand ils sont aux affaires. Vous savez, dans Massagou, nous avons une organisation qui est connue à Bankas, à Kour, et partout nous existons. Et ça, c'est une potentialité pour l'État. Si l'État n'a pas les moyens, nous sommes un des moyens de l'État pour combattre le mal du Mali. Nous avons dit, comme le Burkina Faso, on peut se donner la main pour une complémentarité. Mais alors pourquoi la milice Dana Amassagou s'oppose à des accords conclus entre certains responsables locaux et des présumés djihadistes? Non, mais c'est dire que Dana Amassagou ne s'est jamais opposé aux accords. Les accords que nous disons, avec leurs armes. Ils ont leurs armes. Malheureusement, le téléphone fait défaut. Madame Kadiatou, ces accords, quelle est l'utilité de signer un accord avec des groupes djihadistes? De vivre en paix, déjà, premièrement. Parce que, comme on l'a dit, en fait, ces groupes, quand ils arrivent dans une localité, la première des choses, c'est de couper cette localité de tout contact extérieur. Ce qui veut dire qu'on a des populations qui se retrouvent désœuvrées, qui se retrouvent sans espoir, en fait, même d'être secourues, carrément. Donc, à partir du moment où on a ça, où l'armée ne peut même pas atteindre ces populations, on l'a vu même hier avec justement le tronçon Sévaré-Badjangara où ils ont fait exploser une mine, un pont, c'est que les populations se retrouvent à elles-mêmes. Quand on se retrouve à soi-même, qu'on n'a pas une présence de l'État pour contrecarrer, qu'est-ce qu'on fait? On se protège. Et dans cette localité-là, se protéger, ça veut dire, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, signer des accords avec des groupes pour au moins qu'ils n'attaquent pas les populations et qu'ils laissent un semblant de vie dans ces localités. Après l'échec de l'accord entre les chasseurs d'Ozo et les présumés djihadistes dans le cercle de Nyono, est-ce que les espoirs, il y a un espoir dans ces discussions-là avec les groupes djihadistes? Je pense qu'il y a la solution, il y a l'espoir et il y a la pratique. On a l'espoir qu'en signant ces accords-là, on va avoir un semblant de vie. Il y a l'espoir qu'en signant ces accords, les populations pourront continuer à vaquer à leur occupation quotidienne. Après, il y a la pratique quand ces accords sont mis en œuvre. Quand on dit, OK, vous ne pouvez pas partir au champ ou bien il y a des parcelles que vous pouvez labourer mais pas d'autres. Quand on dit il faut qu'on regarde un petit peu le mode de vie, de comment est-ce qu'on vivait, il faut qu'on change ceci, il faut qu'on change cela. Il va de soi qu'à un moment donné, il y a des tensions entre ce que vivent les populations et ce qu'elles désirent réellement et les règles qui sont mises en place. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est prévisible, mais un petit peu quand même. Boubacar Ba, dans votre intervention, vous avez parlé que ces accords ont pour but d'installer la confiance. De quelle confiance il s'agit de signer des accords avec des groupes djihadistes?
Oui, d'abord, comme ma collègue vient de dire, il y a une situation de désespérance. Une situation où les communautés, depuis 4 ans, sont presque abandonnées. Parce qu'on ne peut pas aller. C'est une zone de non-droit où vraiment c'est ce qui se passe et on ne le sait pas réellement. La réalité est beaucoup plus complexe. Et les gens, à mon avis, ils ont signé les accords pour pouvoir vivre. Parce que, je vous donne 2 exemples. La zone de Dinangourou. Depuis le 2 mai, la zone est coupée du reste du Mali. Mais les autres villages de Dinangourou, les 13 villages de Dinangourou, à peu près 13 villages, il y a des hameaux. Il y a le village de Dinangourou qui était sous embargo, les autres ne le sont pas. Ce sont les leaders communautaires de Koro, l'association Monobomu, qui s'est levée, Monebemu, qui s'est levée et qui a appelé les chefs traditionnels pour aller voir le patriarche des Douari, et une personnalité très respectée dans cette zone, et qui s'est levé et qui a fait une proposition, Salif Djemé, celui du patriarche, avec des notabilités pour aller parler des 2 côtés. Parler du côté des communautés de Dinangourou et aller parler aussi aux gens de la brousse, qu'on appelle djihadistes, pendant plusieurs semaines, mais ils ont trouvé un accord. Mais qu'est-ce que cela a apporté, cet accord? Ça a apporté, d'abord, on a libéré, l'embargo a été abandonné. Entre Dinangourou et Koro, il y a à peu près 120 km. Et tous les jours, les commerçants viennent se ravitailler. Et ils ne venaient plus. Vous voyez ce que ça fait? Les gens ne peuvent plus aller dans leurs champs. Donc, les gens peuvent aller dans leurs champs. Les gens peuvent vaquer à leurs affaires. Les gens peuvent aller dans les foires de Douari, Djungani et autres. Les gens peuvent aller au marché de Koro. Donc, c'est une situation très difficile parce que les rapports de force dans cette zone sont en faveur de certains groupes, les gens de la brousse. Et ils ont demandé à ce qu'on revoie des stratégies par rapport à leur vision. Et les communautés ont négocié et ils ont pu obtenir certaines choses. Et d'une façon générale aussi dans la zone de Nyono. Vous savez, il y a eu quand même un accord aidé par le Haut Conseil islamique. Il y a eu un problème de confiance entre eux. Aujourd'hui, la crise a éclaté. Et la situation est extrêmement grave. Donc il va falloir comprendre quelle est la logique de ces accords et que les gens ont droit à la vie. S'ils veulent signer des accords pour leur vie, ils peuvent le faire. Et on ne doit pas les empêcher parce qu'on est un groupe armé, on veut menacer des gens. Ça ne doit pas passer dans notre pays. Les gens ont la liberté de signer des accords pour préserver les vie. Est-ce que ces accords avec les groupes djihadistes sont à la faveur des populations? À la faveur de la population, je pense oui. Parce que au moins ça permet quand même à la population souvent de pouvoir accéder aux champs, de pouvoir récolter, de pouvoir cultiver. Ça, c'est déjà un point important. Mais il faut reconnaître qu'ils sont des accords très éphémères, très fragiles. Et là, les exemples ne manquent pas. Depuis 2016, nous assistons à la signature de ces accords depuis Koro en 2016, en août 2016. Et en juillet 2019 aussi, il y a eu des accords à Djéné. Et aussi en septembre 2019 également, il y a eu des accords à Massina. Mais aujourd'hui, si on fait par exemple l'évaluation de ces différents accords, on se rend compte qu'effectivement que rien n'a été fait, tout simplement parce que ça arrangeait la population à un moment ou ça arrangeait les groupes armés à un moment. Mais à un moment donné, lorsqu'on essaie de voir que par exemple, les avantages sont compromis, en ce moment, les gens reprennent des armes pour les Monsieur Brema, dites-nous, vous qui êtes sur le terrain à Bandiagara, quelle a été l'utilité de ces accords-là sur la vie des populations? Oui, mais c'est ce que je voulais vous dire. Je disais que quand le chef, je ne sais pas qui parle de Dinangourou, il dit qu'en tout cas, les accords ont été débutés, les patriotes sont venus négocier. Nous sommes sur le terrain. La réalité est tout autre. C'est carrément différent. Pour Dinangourou, on peut le comprendre. Et avec l'embargo, ça veut dire que, comment on dit, l'État était à côté. L'administration était permanemment là-bas. L'administration était là-bas, l'État était à côté, à 120 km et 100 km de Koro. L'État était permanemment là-bas. Donc l'État était hypocrite. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, l'accord là, l'accord ne donne même pas de confiance. L'accord même dit. Quand on fait l'accord déjà, chez nous à Bangara, quand ils ont venu faire l'accord, à Bankat, d'abord ils ont fait descendre le drapeau malien. Partout où il y a les accords, il n'y a pas l'école. Partout où il y a l'école, les chefs ne sont pas là-bas. Partout où il y a les accords, il n'y a pas des enseignants, il n'y a pas l'administration, il n'y a pas la santé. Donc c'est bon but de l'État
Zéro. Merci, M. Sagara. C'est sur ce mot que prend fin ce débat. Malheureusement, on me signale qu'on n'a plus le temps. Ainsi prend fin ce grand dialogue. Merci à nos invités. Mme Kadiatou Keita, spécialiste des questions sécuritaires. Boubacar Ba, chercheur et directeur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. Dr Yacouba Dogoni, sociologue spécialiste du développement et de la coopération transfrontalière. Bourama Sagara, porte-parole de Dana Ambassago au pays Dogo. À la régie vidéo, Nouhoun Adjire, mise en onde Salim Diouara, à la coordination de ce débat Sekou Gadjigo. Je suis Imrana Akilo Ameiga. Merci à nos auditeurs, merci également à nos téléspectateurs et nos invités. Vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur notre site web www.studiotamani.org. Merci, à demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.